Salut, comment ça va depuis la dernière fois? Ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo de sortie. On va essayer d'y remédier dans les prochaines semaines. Bon sinon, aujourd'hui donc une nouvelle vidéo, une nouvelle enquête beaucoup plus courte que l'école de la peur que vous avez pu voir il y a de ça quelques mois. De manière générale, les vidéos qui arriveront après l'école de la peur seront beaucoup plus courtes, plus condensées, puisque des projets comme l'école de la peur, ça prend vraiment beaucoup de temps à réaliser. C'est environ un projet tous les 1 an et demi, 2 ans. Un autre projet est actuellement en cours, bien différent de l'école de la peur, et vous en saurez un peu plus dans les mois à venir. Pour cette nouvelle enquête, on va s'intéresser aux violences conjugales. D'ailleurs, je pense que vous l'avez un peu deviné à la miniature, réalisée par notre graphiste Lucas Vieilleving, et qui franchement est assez original. Ça fait maintenant pas mal de temps que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder en vidéo, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est une problématique dont on parle de plus en plus, et c'est tant mieux d'ailleurs, et comme d'habitude, vous le savez, on a tendance à traiter de sujets de société sur la chaîne. Et aussi parce qu'énormément de femmes et aussi d'hommes, même si elles sont majoritairement des femmes, en sont victimes chaque année en France. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que s'il y a des sujets qui vous intéressent, des sujets que vous voudriez voir traités sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace des commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour cette nouvelle enquête. Bon alors, les violences conjugales, on commence enfin à en parler énormément dans l'actualité. On a eu notamment de grandes affaires médiatiques comme Alexia Duval, l'affaire Jacqueline Sauvage. Aux États-Unis, pour ceux qui suivent un peu tout ce qui est people, on a la célèbre affaire entre Johnny Depp et Amber Heard. Mais quand on parle d'une problématique de société, d'un fléau, il faut avant tout le définir. L'expression violence conjugale désigne l'ensemble des violences physiques, psychologiques et économiques commises au sein du couple par le conjoint, le ou la partenaire de Pacs ou d'union libre. Alors les violences psychologiques et physiques, c'est plutôt facile à comprendre et à imaginer, mais peut-être que le terme violence économique est un peu plus flou pour vous. En fait, la violence économique, eh bien, elle se traduit par le contrôle financier au quotidien qui peut aller jusqu'à la dépossession totale des moyens d'autonomie de la femme, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, comme je le disais, les violences conjugales sont une véritable problématique de société. En quelques chiffres, les violences conjugales, c'est 244 000 victimes en 2022, 198 000 personnes mises en cause, dont la grande majorité étaient des hommes. Les motifs sont pour des violences physiques dans 69% des cas, des violences sexuelles dans 4% et d'autres types de violences pour les 27% restants. C'est le Hugo de la post-production qui vous parle. J'ai oublié de faire la présentation des deux femmes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de cette vidéo, Jessica et Catherine, qui ont été victimes de violences conjugales. J'ai mal lu mon script, hein. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Je tenais à les remercier pour leur courage et leur dévouement à participer à cette enquête. Leur témoignage, c'est tout de suite. Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans, j'habite en Bretagne et j'ai 3 enfants, dont 2 d'une première union et 1 d'une nouvelle. J'ai 58 ans, je suis auxiliaire de vie auprès de personnes âgées à domicile. La relation a démarré en 2008. Assez rapidement, après, les violences au début sont pas purement physiques et apparentées à des coups, mais ça commence par de la violence verbale déjà, et puis après c'est plus on nous pousse, on nous jette des petits objets, et puis après avec les années c'est monté crescendo. J'ai rencontré cet homme il y a 8 ans. En fait, ça a été beaucoup de la violence psychologique essentiellement. C'est venu tout doucement en fait, avec des actions, enfin des mots pour moi incompréhensibles qui me laissaient toujours avec un désarroi terrible. Il y avait des moments comme ça où il me disait des choses méchantes, enfin, des soupçons de tromperie. Quand il partait en soirée, donc il revenait alcoolisé, il me réveillait, souvent soit avec des coups de poing, des coups de pied. Après, pour les fois les plus graves, on va dire, il m'a acheté 2 fois de la voiture en marche. Donc quand il est en train de rouler, il a ouvert la porte et il m'a poussé de la voiture. Il m'a séquestré une fois dans la voiture, il m'a emmené jusque dans un champ en disant qu'il allait me tuer, puis j'ai réussi à m'échapper. Et quand j'étais
j'étais enceinte de ma fille de 5 mois. Du coup, il a commencé à me mettre des coups. J'ai sauté par la fenêtre et là, du coup, il est sorti avec le fusil de chasse, une 22 long rifle avec un silencieux. Et pendant que j'étais en train de courir, il a tiré 2 coups. Il s'en prenait à mes enfants. Il m'a quitté carrément parce que j'organisais le barbecue de mon fils pour son anniversaire, vous voyez. J'ai pas compris. J'étais complètement. Alors que je l'invitais à manger les saucisses que j'étais en train de faire griller, quoi. Et lui, il est parti parce que je m'occupais pas de lui, en fait, tout simplement. Ah, il y a plein de fois, si j'étais pas partie, s'il n'a pas réussi à m'enfuir, je pense qu'il aurait fini par me tuer. Oui. Moi, je l'ai vu me courir avec une masse. Après, il y avait les gendarmes chez moi. Et ça l'a pas empêché. Hein. Il a pris la masse. C'est des coups, c'est de l'impulsivité, en fait. Hein. Et puis après, la plupart du temps, quand je partais en courant, du coup, il se passait 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il réalisait, ou une demi-heure maximum, on va dire entre 5 minutes et une demi-heure. Et il m'appelait en pleurant, en disant, mais désolé, reviens. Quand il était redescendu, après, il se rendait compte de ce qu'il avait fait. Mais sur le coup, oui, il m'aurait tué. Puis souvent, en plus, il était très alcoolisé. Il y a plein de fois où il m'a mis pas mal de coups, où moi, j'ai passé des nuits entières à dormir dehors, des fois en slip, hein, parce qu'il arrivait en plein milieu de la nuit et du coup, moi, je partais dehors, enfin, je m'enfuyais. Et le lendemain, quand je revenais, il se souvenait plus de ce qui s'était passé. Donc oui, je pense j'aurais pas eu l'agilité et la conscience d'esprit plusieurs fois de m'enfuir, il m'aurait tué. Pour mieux comprendre comment ces violences peuvent se manifester au sein du couple, nous avons contacté Linda Tromeleux, psychologue clinicienne spécialiste de la question des violences conjugales. Je suis Linda Tromeleux, je suis psychologue, je suis également thérapeute familiale. Ce sont des violences qui sont commises donc au sein du couple. Ce sont des violences aussi qui peuvent être commises sur une ex-compagne. Violence au sein du couple, qu'est-ce que cela veut dire? Et tous les types de violences, malheureusement, peuvent être commises. Donc, ce sont des violences qui peuvent être psychologiques, physiques. Dans les violences physiques, il y a les violences sexuelles dont on ne parle pas suffisamment. Il y a aussi des violences économiques, administratives. Garder des moyens de paiement, les papiers d'identité sous le coude, donc empêcher la femme ou la compagne d'accéder à la banque, au système de soins en gardant la carte vitale, etc., etc. Il m'a abusé, enfin il m'a en août 2020. J'étais revenue avec lui, voilà, parce qu'évidemment il se montrait gentil, etc. Il savait qu'il avait fait une connerie, hein, il savait très bien. Là après le moi j'étais partie, enfin voilà, ça allait pas du tout, hein, j'allais très mal. Il est essentiel de dire que dans la plupart des cas, les violences psychologiques précèdent systématiquement les violences physiques. J'insiste sur le fait que les violences physiques peuvent être de tous ordres, de toute intensité. Vraiment, les violences physiques peuvent être graves, très graves. Alors évidemment, ces violences ont une origine, mais elle est complexe à identifier. On va avoir différents facteurs qu'on pourrait mettre dans 4 grandes cases qui sont les facteurs individuels, familiaux, affectifs, communautaires ou sociaux. On retrouve par exemple des antécédents en tant que victime ou témoin de violence, l'abus de substances qui évidemment facilite l'expression de la violence, le chômage, la dépendance affective qui peut déboucher sur l'envie de possession de l'autre, mais une chose est importante à rappeler, c'est que ces facteurs ne sont pas une justification, et ça, notre psychologue, elle nous l'a bien rappelé. Les actes qu'ils commettent ne sont pas des actes involontaires, hein. Ça ne s'impose pas à eux comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Évidemment que des causalités extérieures comme le stress au travail, les problèmes financiers, les problèmes d'insertion sociale, de logement, de désaccords au sujet de l'éducation des enfants. Ces hommes-là se plaignent souvent de désaccords au sujet de l'éducation des enfants. Évidemment que cela peut venir vulnérabiliser, comme ça nous vulnérabiliserait tous. On peut partir du principe que cela peut venir impacter le jugement que ces hommes peuvent avoir. Mais c'est pas parce qu'il y a impact du jugement qu'il y a pour autant abolition du jugement et donc du discernement. C'est pour cela qu'il y a toujours un degré de conscience vis-à-vis de ce qu'ils commettent. Et d'ailleurs, j'attire l'attention sur le fait qu'ils le commettent pour la plupart dans le huis clos.
du couple ou dans le huis clos de l'intrafamilial, c'est-à-dire en dehors du regard de la société, justement parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils font est interdit. C'est d'ailleurs une autre des caractéristiques communes de leur personnalité, c'est la dissimulation, l'invisibilisation de ce qu'ils commettent. Il était déjà alcoolique. Pendant la première année, ok. à peu près, il gérait à peu près sa consommation. C'était pas ça qui était le problème en fait. Et c'est devenu un problème parce que il trouvait l'argument de mes enfants pour aller boire le plus En fait, possible. Souvent, quand je rentrais, lui, il était au bistrot. Il a jamais travaillé, il a toujours vécu voilà, de trafic, de drogue, de faire pousser du cannabis, de vendre de la drogue douce, dure, voilà. Puis en travaillant en plus en coopération avec les gendarmes, donc qui lui donnait du coup une immunité, on va dire, par rapport à tout ça. Et je lui disais, bon, ben voilà, le repas est prêt, quand est-ce que tu arrives? Et j'arrive dans 10 minutes. Et en fait, 20 minutes après, il n'était toujours pas là. Et je lui renvoyais un message. J'arrive dans 10 minutes, etc. Et ça durait. Et il rentrait pas. Et voilà, enfin, et ça, c'était tous les soirs comme ça, quoi. Donc, c'était terrible parce que, enfin, il me baladait complètement, quoi, vous dites. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cycle de la violence, qui fait que la mécanique se répète et que la victime est prisonnière de la relation. On distingue 4 grandes phases dans ce cycle. Le climat de tension où l'agresseur va mettre en place un système d'emprise avec des pressions psychologiques, un contrôle et une isolation de la victime. L'explosion de la violence où l'agresseur va devenir violent. Les justifications, l'agresseur va se déresponsabiliser de différentes manières comme en rejetant la faute sur la victime par exemple. La victime va endosser la responsabilité et essayer de changer de comportement. Et enfin on a une phase qu'on pourrait appeler la phase lune de miel où l'agresseur exprime des regrets et va faire promesses et cadeaux à la victime qui elle va être apaisée et va espérer que les choses redeviennent comme avant et va donc accorder une nouvelle chance à son compagnon. Et c'est bien pour ça que toutes les victimes de violences conjugales ne partent pas aussitôt, mais attendent souvent très longtemps avant de prendre les mesures nécessaires et parfois malheureusement n'en prennent jamais pour s'éloigner de leur compagnon. Je la décrirais comme un pervers narcissique, on va dire que c'est le terme qui s'apparente le mieux. Voilà, c'est-à-dire que c'est la personne qui met tous ses torts sur vous et qui vous fait toujours croire que vous êtes en tort et qui, à force de violence psychologique, arrive à vous faire croire que vous êtes en tort. Il voulait rester avec moi, vous voyez, et moi en fait on avait quand même des centres d'intérêt communs, quoi. J'ai passé l'éponge, voilà, donc à chaque fois je passais l'éponge. Et du coup, quand on a dépassé le stade d'y croire, la violence physique intervient. Au début, c'est une grande violence psychologique avec une personne manipulatrice, beaucoup de manipulation. Et quand la manipulation ne fonctionne plus, du coup, on tombe dans la violence physique. C'est quelqu'un qui prend l'emprise sur vous et vous avez l'impression que de toute façon, quoi qu'il fasse, vous ne pouvez pas vivre sans lui. En fait, lui, pendant 12 ans, il m'a tellement formaté dans le sens que sans lui, j'étais rien. Il n'y a pas un profil type au sens où, malheureusement, il y a autant de profils que de personnalités d'agresseurs. Les grands aspects de leur personnalité et de leur comportement, c'est notamment le fait d'être égocentrique. Ce sont des personnes tournées sur elles et rien que sur elles, et tout doit tourner autour de ces hommes. C'est-à-dire qu'ils vont attendre de la femme et souvent des enfants que leurs besoins soient comblés systématiquement. La femme ne va pas être considérée comme une autre à part entière avec des besoins différenciés. Donc ce sont des hommes égocentriques, rigides, souvent butés, et ce qui va de pair avec cela, c'est qu'ils ne se remettent pas en question. La relation n'est pas symétrique. Ça n'est pas une relation d'égal à égal. C'est une relation asymétrique dans laquelle il y a l'un des deux qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Il est donc fondamental de faire la différence entre conflit et violence. Lorsque la relation est symétrique, il peut y avoir du conflit. D'ailleurs, la loi n'interdit pas le conflit dans les couples. Mais là, aujourd'hui, je ne vous parle pas de conflit. Je vous parle de situation de violence, c'est-à-dire il y a prise de pouvoir avec déni d'altérité. Ce sont des individus qui vont systématiquement renverser les choses dans une logique de « c'est pas moi, c'est l'autre ». Mais il y a aussi cette déresponsabilisation constante en invoquant notamment des causes extérieures. C'est le stress au travail, c'est le problème avec la famille, avec la belle famille, c'est la perte d'emploi, etc., etc. Évidemment que ça peut fonctionner comme le déclencheur de quelque chose, mais j'attire l'attention sur le fait
qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi ou qui ont des problèmes divers et variés dans leur vie et pour autant qui ne se mettent pas à commettre des violences. Juste avant, nous avons parlé des origines et comme nous l'avons dit, qui ne sont pas une source de justification pour les auteurs de violences, mais justement, durant notre enquête, nous sommes contactés par Jérôme, dont le nom a été modifié, qui a commis des violences conjugales et a aujourd'hui de profonds regrets. Alors, nous avons décidé de lui donner la parole, tout simplement car nous pensons que tout le monde a le droit de s'exprimer dans un premier temps, et surtout parce que son témoignage est intéressant pour avoir une vision de l'autre côté du mur, du côté de ceux qui commettent ces violences. Là, au jour d'aujourd'hui, avec un peu de recul, il y a une série d'événements qui se déroulent sur un peu plus d'1 an, qui fait qu'on a la tête dans le guidon. Il y a de la rancœur, de l'amertume, on n'a jamais le temps de mettre les choses à plat. Et il y a beaucoup de fatigue aussi, psychologique, fatigue physique, de par, on a des jumeaux. On a une enfant lors de sa naissance qui a subi une intervention chirurgicale assez lourde le lendemain de sa naissance. Ma femme qui a une grossesse à risque, donc à un moment qui a été hospitalisée. Des soucis un petit peu financiers, pas très longs, mais de 2 mois, mais qui nous a mis un peu dans le rouge et il y avait beaucoup de choses. Donc j'étais obligé de prendre un petit emploi, c'est pas un deuxième emploi 2 fois. Mais c'était vraiment un petit emploi de 3 heures qui permettait de mettre un peu de beurre dans les épinards. Ce qui faisait de grosses journées à rallonge, plus mon emploi principal, où dessus il y avait pas beaucoup d'heures sup parce qu'il y avait une très forte activité pendant cet été. Donc une grosse fatigue cumulée. Et elle, les nuits avec les enfants, puisque moi, effectivement, en me couchant à minuit et en me levant à 5 heures du matin, c'est sûr que j'étais pas le papa du siècle au niveau des nuits, parce que physiquement je pouvais pas. Et elle gérait les nuits, plus les journées avec les petits. Elle est rentrée dans une routine et dans une spirale qui était aussi pour elle très fatigante, très usante et éreintante. La perte d'un emploi ou tout ce qui est à l'extérieur de nous, évidemment que ça peut fonctionner comme le déclencheur de quelque chose, mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi ou qui ont des problèmes divers et variés dans leur vie et pour autant qui ne se mettent pas à commettre des violences. Il faut être très vigilant avec cette idée-là pour ne pas nous mettre à partager avec les hommes qui commettent des violences l'idée selon laquelle c'est la perte d'emploi qui les conduit à commettre les violences. Non, je pense que la perte d'emploi révèle quelque chose de leur personnalité et donc d'un problème qui leur est intérieur. Lorsque moi j'ai donné la main sur mon épouse, voilà, moi j'appelle ça une violence conjugale, c'est une violence, je reconnais les faits, je les ai reconnus spontanément, je lui ai mis une gifle. Quand j'ai mis cette gifle, moi-même à ce moment-là, donc j'imaginais ce qu'elle a ressenti, mais même moi-même j'étais choqué, je me suis mis à trembler de tout mon corps en me rendant compte de ce que je venais de réaliser. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal perturbé, qui continue à me perturber. C'est un geste que je vois et que je revois et que je regrette tous les jours. Les victimes, lorsqu'elles arrivent enfin à sortir de ce cycle, ou du moins essayent de s'en sortir, peuvent décider de se tourner vers la justice. Et comme sur beaucoup d'autres sujets, la justice ne se manifeste pas nécessairement toujours par son efficacité. Le législateur a commencé véritablement à s'intéresser aux violences faites aux femmes à la fin du XXe siècle, à partir de 1992, et aux violences au sein du couple à partir de 1994. Depuis 2016, de plus en plus de femmes violentées décident de déposer plainte. On l'a dit au départ, c'est 244 000 victimes qui ont déposé plainte en 2022, c'est 2 fois plus qu'en 2016, mais en réalité, il y aurait encore plus de victimes qui n'oseraient pas déposer plainte. Selon une enquête menée par le ministère de l'Intérieur, enquête Genèse, 15,9% des femmes âgées entre 18 et 74 ans avaient subi au moins une fois depuis l'âge de 15 ans des violences physiques ou sexuelles commises par un partenaire. C'est au total 3,6 millions de femmes. Et seulement 25% des femmes ayant subi des violences ont répondu qu'elles avaient fait un signalement à la police ou à la gendarmerie. En réalité, le nombre actuel de victimes ne serait que le quart du nombre réel. Il y a évidemment la peur de ne pas être cru, de ne pas être entendu, et pas seulement par les forces de l'ordre, d'une manière générale, vraiment. Il y a aussi des processus de honte
et de culpabilité qui peuvent freiner ce mouvement de parler de ce qui leur arrive. Surtout, il y a la stratégie de l'agresseur. L'agresseur se débrouille pour isoler les victimes. Il se débrouille aussi pour les culpabiliser à outrance. Et puis, l'agresseur interdit de parler. Il menace la parole. Dans le fond, l'interdit et la menace portent sur la parole. Ils ne portent pas sur les actes transgressifs. Si bien que les victimes ont fait les frais, souvent depuis des mois, si ce n'est depuis des années, d'une propagande à l'intérieur du couple ou à l'intérieur de la famille qui vise à les empêcher d'aller parler, à les empêcher de rendre visible et lisible le problème qui n'est autre que le problème d'actes transgressifs commis par cet homme. La plupart d'entre elles ont peur des représailles, et parfois à juste titre. Cependant, si les plaintes augmentent avec les années, il semble que les moyens mis à disposition des professionnels semblent parfois limités. C'est en tout cas ce qu'explique la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, dans une interview donnée au journal Le Monde en disant qu'il y a 2 fois plus de plaintes en 6 ans, mais il n'y a pas 2 fois plus d'enquêteurs ni de juges. Mathématiquement, il y a moins de moyens par victime qu'avant. Résultat, il y a de plus en plus de classements sans suite, car c'est impossible d'instruire toutes ces plaintes. Et c'est vrai que bon nombre de plaintes sont classées sans suite. On parle de 58% d'entre elles en 2021. Et seulement 36,4% la même année qui ont donné lieu à des poursuites. Et en réalité, même quand la justice s'empare de l'affaire, il peut arriver que certaines décisions rendues soient incohérentes avec le profil et l'histoire de la victime. La dernière fois, donc, il m'a mis des coups, sauf que j'ai pas réussi à partir tout de suite. Le temps que je parte, j'avais déjà pas mal de bleus. Et en fait, j'ai eu un traumatisme crânien. Donc, quand je suis partie en courant, en fait, j'étais dans un bourg. J'ai vomi. Et en fait, c'est les gendarmes qui m'ont trouvé. J'étais en pyjama. C'est pareil, c'était un matin de bonne heure. Du coup, ils m'ont trouvé. Et là, du coup, ils m'ont dit, voilà, faut déposer plainte. Ils m'ont emmené à l'hôpital, faire les examens et tout. J'arrive chez lui, c'était tard, hein, c'était 1h du matin, il n'était pas là. Donc j'attends, j'envoie un message, je lui réponds pas, mais j'attends qu'il arrive et à un moment donné, il arrive. Il était complètement saoul. J'ai vu son regard noir, vous voyez, son visage déformé par la colère et il commence à s'avancer vers moi et j'ai vu que ça allait pas, quoi. Alors je suis remontée dans ma voiture et il m'a arraché de ma voiture, il m'a jeté par terre, il m'a frappé très fort et j'ai réussi à l'empêcher de continuer. D'abord, je porte plainte parce que lui me dit, on continue à avoir des échanges par texto. Lui, il se rappelait pas de m'avoir fait ça, en fait, tellement il était alcoolisé. Ils m'ont emmené avec eux porter plainte. Et du coup, de là, la relation s'est terminée ce jour-là. Voilà, où la période où vous déposez plainte, il va être condamné à Oui. 5 mois avec bracelet électronique, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça. 12 mois en tout, dont 5 avec le bracelet électronique. Bon, alors la plainte a été entendue, il a été jugé et le jour du jugement, j'étais là, évidemment, hein, parce qu'on s'était remis ensemble. À la sortie il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, un suivi psychologique et 2 ans de mise à l'épreuve. En sortant du tribunal, il me dit, tout ça, c'est la faute de tes enfants. Voilà, jamais été responsable de rien, lui. Voilà. Après le jugement pour menace de mort, là, il avait été condamné. Je chemine dans mon esprit, je me dis que ce qu'il m'a fait l'année d'avant, le viol, hein, ça peut pas rester impuni, ça. Enfin voilà, c'est pas possible, quoi. Donc 1 an après, je porte plainte pour ça. Ça a été difficile, très difficile de faire cette démarche, mais ça me paraissait très très important parce que ayant réfléchi à son comportement, je savais que ça pouvait pas passer à l'as, quoi. Ça pouvait pas. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Si je portais pas plainte, j'arriverais pas à me reconstruire non plus. Il est venu plusieurs fois chez moi. Donc bon, il y a eu des fois où ça se passait bien. Et puis pour les enfants, je préférais que ça se passe bien. Mais il y a eu des fois où il est arrivé complètement ivre et il a voulu mettre le feu à la maison. J'ai appelé les gendarmes au moins une bonne vingtaine de fois dans la même après-midi, enfin la même soirée. Et quand il se déplaçait, ils l'ont jamais emmené, malgré l'ordonnance restrictive, malgré le fait qu'il n'avait pas le droit de boire.
ça n'a rien changé. Donc j'ai porté plainte à ce moment-là. Ça a été très dur, hein, cette dépôt de plainte. Alors ça aussi, ça a été très compliqué avec les gendarmes, avec la justice, pour que les plaintes soient prises en compte. Le procureur, il a fait que je relance des courriers pour que ça soit entendu, que ce soit pris enfin voilà, tout ça, voilà. Donc c'était un combat aussi pour moi parce que j'ai besoin qu'on entende cette parole-là, même s'il n'est pas condamné au final, vous voyez. Et alors toutes ces plaintes ont été traitées en même temps pour éviter que l'auteur, le pauvre chéri, soit mis en garde à vue plusieurs fois, vous voyez. Alors que nous, on est entendu à plusieurs reprises, ça dure des plombs, enfin voilà. Les plaintes que j'ai déposées sont toujours depuis le mois de juin sur le bureau du procureur, vous voyez. J'ai toujours pas de la réponse de décision prise par le procureur. L'État français a mis différents dispositifs en place pour protéger ces victimes de violences conjugales. On a par exemple les ordonnances de protection qui ont pour objectif de protéger la victime de violences exercées par celui qui partage ou a partagé sa vie en lui accordant des mesures de protection pour elle et éventuellement ses enfants. On a également ce qu'on appelle le téléphone grave danger, un portable qui dispose d'un bouton permettant à la victime de contacter un service de téléassistance disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'opérateur évalue le danger et si nécessaire, contacte les forces de sécurité via un canal spécifique. La victime peut aussi être géolocalisée en cas d'alerte. Enfin, comme dernier exemple, on peut citer le bracelet anti-rapprochement, un dispositif électronique permettant de garantir le respect de l'interdiction faite à la personne visée de s'approcher à moins d'une certaine distance de la victime. Enfin, et avant de conclure cette vidéo, je voudrais qu'on parle d'une dernière chose extrêmement importante. Ce sont les enfants. En effet, les enfants sont très souvent les premiers témoins de ces violences et parfois même des victimes. Enquête cadre de vie et sécurité menée par le ministère de l'Intérieur, il y aurait eu entre 2010 et 2015 143 000 enfants vivant dans un foyer où une femme a déclaré avoir subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint. Je vous le disais, les enfants sont parfois eux-mêmes victimes de violences. Quand il est sorti sous bracelet électronique, il a commencé à me poser la question des enfants. Donc j'ai commencé à entamer des démarches pour avoir la garde du coup de mes enfants. On est tombé donc au mois de mars 2020, en plein Covid. Tout était fermé. Du jour au lendemain, les tribunaux ont fermé, les écoles ont fermé, tout a fermé. Du coup, les papiers sont restés en attente. Et entre-temps, il ne voulait plus entendre parler des enfants. Donc, les papiers sont restés en stand-by. Moi, j'ai gardé mes enfants, du coup, jusqu'en septembre 2020. Où, en septembre 2020, j'ai rencontré, du coup, mon nouveau conjoint actuel. Et j'ai voulu, du coup, déménager en Bretagne. Théo, c'est qu'il s'en est pris à mes enfants. Et ça, par moi, c'est pas supportable, vous voyez, non plus, quoi. Donc, alors que jusqu'à présent, il se calculait pas, mes enfants et lui, vous voyez, mes enfants l'ignoraient. Et un soir, il a insulté un de mes enfants. Et ça, mon fils n'a pas supporté. Et ça a eu des conséquences sur le comportement de mon fils vis-à-vis de lui. Mon fils s'est mis à l'insulter en public, à le traiter de violeur, etc. Vous voyez. Et quand j'ai fait la demande de radiation au niveau de l'école pour pouvoir les inscrire dans leur nouvelle école en Bretagne, là, il s'est manifesté. Et il a demandé à avoir du coup un tribunal parce qu'il n'était pas d'accord avec le fait que je parte. En fait, je pense qu'il n'était pas d'accord avec le fait que je parte. Avec les enfants, ils s'en foutaient un peu, mais c'était la dernière emprise qu'il pouvait avoir sur moi. Donc, obligé de laisser les enfants en Sarthe, parce que moi j'avais trouvé un emploi, tout était prêt en Bretagne, quoi. Il nous a mis le veto vraiment la veille de déménager, quoi. J'ai laissé les enfants chez leur père. J'ai appelé un avocat spécialisé qui m'a dit pas de souci, on fait le dossier, on va faire une demande au JAF en référé par rapport aux violences conjugales. Du coup, on est au mois d'octobre 2020. J'ai eu une date de tribunal qu'au mois d'août 2021. Le tribunal a décidé de laisser la garde des enfants au père, pensant que un déménagement serait que... Parce qu'apparemment, ils avaient subi un gros traumatisme avec les violences conjugales et que déménager serait un traumatisme supplémentaire. Aujourd'hui, est-ce que vous savez s'il continue de trafiquer de la drogue même Oui, D'accord. bien sûr, ouais.
Oui, je le sais parce que j'ai encore beaucoup de fréquentation et de connaissances là-bas et oui, oui. Et il continue comme avant. Il faut savoir notamment que d'un point de vue juridique, le fait que l'infraction ait été commise en présence d'un mineur ou sur un mineur constitue une circonstance aggravante, justifiant en théorie une peine plus sévère. C'est l'article 13 de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, si vous êtes vous-même victime de violences conjugales, différents documents sont mis à disposition dans la description et vous pouvez également contacter le 3919 dont Linda Tromoleux nous en parle. Il me semble qu'il faut insister à tout prix sur le 3919 qui non seulement est là pour recueillir la parole, évidemment, des sujets victimes, mais qui est là pour orienter, conseiller, faire connaître les réseaux d'associations spécialisées. C'est la fin de cette vidéo plus courte, j'espère qu'elle vous aura plu. D'autres enquêtes, encore une fois, vont arriver dans les prochains mois. Des vidéos un peu spéciales aussi, différentes, ce genre de format vont également être préparées. Je vous rappelle également que notre enquête sur la gestion du harcèlement scolaire en France est toujours disponible sur YouTube. En attendant, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.